Le monde de l'énergie a connu une journée particulièrement mouvementée hier. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Ouais. Nous sommes au lendemain du mardi 3 mars 2026 et la frénésie sur les marchés a de quoi capter l'attention de quiconque s'intéresse un tant soit peu à l'économie mondiale. L'objectif de notre exploration approfondie aujourd'hui, c'est de dépasser les simples gros titres. Exactement. Aller au-delà de l'alerte info. Voilà. Pour ce faire, on va décortiquer ensemble un texte assez fascinant qui vient d'être publié. Nos notes du jour s'appuient sur un document qui analyse la flambée brutale des prix du pétrole de ces dernières heures, mais qui va beaucoup plus loin. L'auteur y déploie une thèse géopolitique, disons, extrêmement audacieuse. Très audacieuse, en effet. Au milieu du chaos actuel, un pays bien précis émergerait comme le grand et unique vainqueur stratégique. C'est une lecture qui bouscule pas mal d'idées reçues et ce décryptage s'annonce vraiment captivant. Je suis ravi de plonger là-dedans aujourd'hui. Et je suis ravie d'en discuter. C'est indéniablement un texte qui pousse à la réflexion. Et le moment est idéal pour l'analyser. Mais... Oui, il y a un mais. Il y a un grand mais. Avant de plonger au cœur du sujet, il est fondamental de poser un cadre strict pour notre public. Quiconque parcourt ce document source remarquera d'emblée qu'il contient des affirmations géopolitiques très marquées. Oui, des prises de position assez tranchées. Absolument. Notamment concernant les tensions militaires impliquant l'Iran et un portrait extrêmement élogieux du rôle de l'Algérie sur l'échiquier mondial. On précise bien que notre but ici n'est pas du tout de valider tout ça. C'est crucial. Notre mission dans cette analyse n'est en aucun cas de prendre parti, d'endosser ces affirmations ou de valider une ligne diplomatique spécifique. Il s'agit d'un exercice de lecture critique. On va observer de manière totalement impartiale comment l'auteur articule son argumentaire. Décortiquer la mécanique, en somme. Voilà, comment il relie la menace militaire immédiate aux dynamiques macroéconomiques et par quel cheminement logique il arrive à une telle conclusion. C'est en disséquant cette mécanique intellectuelle qu'on saisit les différentes visions stratégiques qui s'affrontent aujourd'hui. C'est un point essentiel à garder en tête tout au long de notre discussion. Alors, pour poser les bases, reprenons l'événement déclencheur d'hier. Le texte source s'attarde sur des chiffres très précis. Le marché mondial a pulvérisé le seuil symbolique des $80 le baril. C'est un palier psychologique énorme. Oui, et avec un pic vertigineux à 85,12 $ en cours de séance. Les cours se sont ensuite installés dans ce que l'auteur qualifie de zone de haute volatilité. Quand on observe des mouvements d'une telle ampleur, en l'espace de quelques heures, comment peut-on expliquer la mécanique derrière cette panique? Qu'est-ce qui concrètement pousse les acteurs du marché à réagir avec une telle intensité face à l'actualité militaire? Le texte identifie la cause profonde de cette réaction par un concept très intéressant. L'auteur parle d'incertitude radicale. L'incertitude radicale, c'est-à-dire? En fait, il faut comprendre que les marchés financiers détestent l'incertitude des classiques, mais ils ont des outils pour la gérer. Ils la quantifient à l'aide de probabilités. L'incertitude radicale, en revanche, c'est l'incapacité totale de modéliser le risque. On navigue à vue, quoi. Pire que ça, c'est ne plus savoir si l'approvisionnement physique de demain sera simplement possible. Le document relie directement cette envolée des prix à l'accélération des tensions militaires impliquant l'Iran et d'autres puissances mondiales. L'auteur insiste sur le fait qu'il ne s'agit plus de simples joutes verbales diplomatiques. On est passé à un autre niveau. Un risque tangible de sabotage des infrastructures critiques. Et le point de bascule mis en évidence par la source, ce sont les détroits maritimes. Une part vitale de l'énergie mondiale transite par ces minuscules goulets d'étranglement géographiques. Dès l'instant où des opérations militaires menacent ces passages, il n'y a plus de calcul de probabilité qui tiennent. C'est la survie énergétique qui est en jeu. Pour essayer de rendre la situation un peu plus visuelle pour notre auditoire, il faut s'imaginer une métropole tentaculaire. Une immense capitale économique qui ne serait ravitaillée en nourriture et en biens essentiels que par une seule et unique autoroute. C'est une excellente image. C'est son unique cordon ombilical. Soudain, des opérations militaires éclatent près de cette route et des rumeurs très sérieuses laissent entendre qu'un pont majeur va être saboté, bloquant tout passage indéfiniment. Évidemment, dans la métropole, les prix explosent avant même que la route ne soit physiquement coupée. Parce que tout le monde veut sécuriser ses stocks. Exactement. Si on applique cette métaphore à la réalité d'aujourd'hui, comment la chaîne logistique maritime réagit-elle concrètement à cette simple menace évoquée dans le texte? Cette analogie de l'autoroute unique illustre parfaitement la mécanique en cours. Le texte source détaille très bien cette réaction en chaîne sur la logistique. Si cette fameuse autoroute est menacée, les entreprises de transport qui acceptent encore d'y envoyer leurs camions vont exiger des primes de risque colossales. Ce qui est logique, le risque est énorme pour eux.
Sur les océans, c'est exactement la même chose, mais à une échelle financière astronomique. La simple menace pesant sur ces couloirs maritimes se traduit par une explosion vertigineuse des coûts d'assurance. Les grands assureurs maritimes considèrent soudainement les navires pétroliers comme des cibles de guerre potentielles. Des cibles flottantes à plusieurs millions de dollars. Des dizaines de millions de dollars. Assurer la cargaison et le navire lui-même devient un gouffre. À cela s'ajoutent les frais de transport qui flambent, car moins d'armateurs sont prêts à faire le voyage. Tout ce surcoût logistique se répercute mécaniquement et instantanément sur le prix final du baril. Le pic à 85,12 $ n'est donc pas qu'une simple spéculation déconnectée du réel. C'est la traduction mathématique d'une vulnérabilité physique. Absolument, la vulnérabilité du fret maritime. Bon, on voit bien comment l'étincelle s'embrase. Mais ce qui rend l'analyse de ce document vraiment captivante, c'est qu'elle ajoute une couche supplémentaire. L'auteur suggère que cette crise militaire n'est en fait qu'une étincelle jetée sur un baril de poudre qui était déjà là, prêt à sauter. C'est la thèse centrale de la première partie du texte. Le texte souligne l'existence d'un déséquilibre structurel profond bien avant les récents événements. Il parle d'une demande énergétique insatiable. Qu'est-ce qui nourrit cette demande au point de rendre le marché si fragile ? Ce qui est fascinant ici, c'est la manière dont le texte replace l'événement dans un temps plus long. Le monde décrit par l'auteur fait face à une reprise industrielle fulgurante. Après des périodes de ralentissement, l'économie globale tente de rattraper son rythme. Les usines tournent à plein régime. Et l'appétit pour le pétrole et le gaz naturel atteint des niveaux records. Mais le véritable nœud du problème, celui qui transforme cette forte demande en crise potentielle, se trouve du côté de l'offre. Le document met en lumière un phénomène silencieux mais dévastateur. Le sous-investissement. Voilà, des années de sous-investissement chronique dans l'exploration pétrolière et gazière. C'est là qu'on touche à la mécanique interne de cette industrie. On sait que le pétrole, ça ne se trouve pas et ça ne s'extrait pas en claquant des doigts. L'auteur insiste beaucoup sur ce point. Pourquoi ce fameux sous-investissement des années passées crée-t-il un goulot d'étranglement insoluble aujourd'hui ? On ne peut pas simplement demander aux pays producteurs d'ouvrir les vannes un peu plus fort. C'est une question légitime qui permet de comprendre la rigidité de ce secteur. Le cycle de vie d'un projet d'exploration énergétique est extrêmement long. Entre le moment où une entreprise décide d'investir des milliards pour chercher de nouveaux gisements, le moment où elle les trouve, où elle construit l'infrastructure d'extraction et où les premiers barils arrivent sur le marché, Il se passe un temps fou. il s'écoule souvent entre 5 et 10 ans. Or, le texte rappelle implicitement que durant la dernière décennie, face à des incertitudes sur les prix futurs, de nombreux acteurs ont drastiquement réduit leur budget d'exploration, Donc ce manque d'investissement passé bride l'offre actuelle. de manière totalement systémique. Il n'y a tout simplement pas assez de vannes supplémentaires à ouvrir aujourd'hui. Le marché fonctionnait déjà à flux tendu, sans aucune marge d'erreur. La crise militaire vient donc percuter un système qui n'a plus d'amortisseur. C'est ce qui amène l'auteur à utiliser cette expression très spécifique, un marché de vendeurs. C'est une notion économique intéressante. D'ordinaire, quand l'offre est abondante, les acheteurs font jouer la concurrence pour tirer les prix vers le bas. Exactement, c'est la règle de base. Mais dans le scénario décrit par la source, la dynamique est totalement inversée. Le renversement est total. Dans le marché de vendeurs décrit par l'analyse, celui qui détient la ressource dicte ses conditions. La rareté confère le pouvoir. Et l'auteur apporte une preuve technique très parlante pour démontrer qu'il s'agit d'une crise systémique et non d'un simple hockey régional. La fameuse histoire des indices. Oui, le document souligne que le Brent européen et le brut américain, le WTI, affichent des hausses parfaitement synchronisées. Faisons une petite pause là-dessus, car pour tous ceux qui regardent ces indices financiers d'un œil lointain, ça peut paraître anecdotique. Pourquoi cette hausse synchronisée du Brent et du brut américain est-elle un argument si crucial dans la démonstration de l'auteur ? Qu'est-ce que ça prouve concrètement ? Par exemple, un problème de pipeline aux États-Unis peut faire varier le prix du brut américain sans impacter massivement le Brent en Europe. Parce que les marchés sont un peu cloisonnés géographiquement. En temps normal, oui, mais quand on voit ces deux références mondiales s'envoler de concert avec la même intensité, cela prouve que le choc n'est pas confiné à une géographie spécifique. Cela démontre que le bassin mondial de l'offre globale se rétracte simultanément. L'onde de choc traverse les continents instantanément. Ce qui confirme la thèse de l'auteur d'une vulnérabilité généralisée. Face à cette fameuse incertitude radicale, oui, tout le système tremble en même temps. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que c'est précisément sur ce terreau très sombre d'incertitude, de panique maritime et de marché de vendeurs
que le texte déploie sa thèse centrale. La fameuse conclusion audacieuse. L'auteur affirme que face à cette fragilité mondiale, l'Algérie émerge non pas seulement comme un acteur qui tire son épingle du jeu, mais littéralement comme l'unique vainqueur stratégique de la situation. C'est une affirmation pour le moins forte. Très forte et qui demande à être décortiquée. Est-ce que cette vision ne paraît pas un peu réductrice quand on sait qu'il existe d'autres immenses géants producteurs d'énergie sur la planète qui profitent aussi de la hausse des prix? Comment la source justifie-t-elle ce statut d'exception pour l'Algérie? C'est la question centrale que soulève ce document et l'auteur y répond en combinant plusieurs facteurs qui, selon lui, créent une situation unique. Son argument repose sur une idée simple, il ne s'agit pas seulement de posséder de l'énergie, il s'agit de la manière de la livrer. La logistique fait la différence. C'est le cœur de l'argumentaire. Le premier point avancé est géographique, la proximité immédiate de l'Algérie avec le continent européen. L'Europe reste l'un des plus gros consommateurs d'énergie au monde et est particulièrement avide de sécuriser ses approvisionnements de proximité. Surtout en période de crise mondiale. Mais la véritable clé de voûte de cette démonstration, ce sont les infrastructures. L'analyse met en avant un contraste saisissant. Pendant que le monde entier retient son souffle pour la sécurité des navires pétroliers vulnérables traversant des détroits menacés, L'Algérie opère différemment. l'Algérie dispose d'un réseau de gazoducs sécurisé qui relie directement ses champs de production à l'Europe en traversant le fond de la mer Méditerranée. Donc l'avantage compétitif décrit comme inégalable par la source résiderait dans cette capacité à s'affranchir de la surface de l'eau. Ces infrastructures sous-marines permettent d'acheminer l'énergie en contournant totalement les goulets d'étranglement maritimes. C'est le mot-clé, le contournement. C'est fascinant d'observer comment, dans l'analyse de l'auteur, la géographie physique et le béton des infrastructures se transforment en une arme diplomatique et économique de premier plan. Le texte insiste beaucoup sur le fait que l'Algérie ne subit pas les lois du marché dans cette crise, mais qu'elle les domine, en garantissant une continuité absolue de ses livraisons. Le concept de continuité est vraiment le pilier de l'argumentaire. Le document oppose la situation algérienne à celle d'autres producteurs mondiaux. Dans le contexte de tensions militaires décrits, certains pays exportateurs se retrouvent paralysés. Par des sanctions ou des blocus, Ou tout simplement par l'impossibilité d'assurer leurs navires. Leurs hydrocarbures restent bloqués à quai. En restant en dehors de ces conflits directs et en utilisant ces gazoducs, l'Algérie, selon la source, garantit un approvisionnement sans faille. ce qui est une valeur inestimable pour les acheteurs. Dans un monde où personne ne sait de quoi demain sera fait sur le plan logistique, être le fournisseur qui ne fait jamais défaut confère une crédibilité diplomatique immense. L'auteur explique que c'est un levier de négociation exceptionnel face aux nations importatrices. Le texte ne s'arrête d'ailleurs pas à l'aspect diplomatique. Il se penche lourdement sur l'impact financier de cette dynamique. On y parle d'une manne financière exceptionnelle. Évidemment, quand on a du pétrole et du gaz à vendre, au moment où les prix pulvérisent des records, les caisses se remplissent. C'est mathématique. Mais comment l'auteur relie-t-il ce flux d'argent à la notion de puissance géopolitique à long terme? En quoi cette pluie de capitaux est-elle différente d'un simple cycle économique favorable passager? L'auteur lie très directement cette affluence de capitaux à la notion de souveraineté. Il détaille la mécanique. Dans ce marché de vendeurs dont on parlait plus tôt, chaque dollar supplémentaire sur le prix du baril, chaque centime d'augmentation sur les contrats gaziers, se transforme instantanément en revenus massifs, Des revenus qui vont où, selon le texte? qui viennent regonfler les réserves de change du pays. Et l'argument fort du document est de dire que des réserves de change colossales agissent comme le bouclier ultime pour une nation. Elles permettent de financer de grands investissements structurants en interne, Sans dépendre de l'extérieur. exactement, sans jamais avoir à tendre la main aux créanciers internationaux, à de grandes institutions financières ou aux marchés obligataires mondiaux. C'est cette indépendance financière totale, adossée à la sécurité des livraisons, qui pousse la source à utiliser la formule très forte de puissance énergétique souveraine. C'est donc une vision où la souveraineté économique vient cimenter la souveraineté politique face aux pressions extérieures. L'auteur dessine un scénario où la vulnérabilité fatale des uns, à savoir la dépendance au fret maritime et le manque d'investissement passé, Devient le tremplin stratégique des autres. cette combinaison entre réserves naturelles abondantes et voies de livraison physiquement sécurisées fonderait la domination décrite dans le texte. Si on prend un peu de hauteur sur toute cette analyse, le document nous invite finalement à observer une véritable redéfinition de l'ordre énergétique mondial. C'est un changement de paradigme. L'auteur utilise implicitement l'image d'une grande partie d'échecs planétaires. Dans cette partie, la guerre et l'instabilité généralisée génèrent du chaos pour l'écrasante majorité des nations, mais consolideraient l'Algérie dans un statut de pilier incontournable.
Si on relie ça à une perspective plus large, on comprend pourquoi la lecture d'un tel document est indispensable, qu'on soit d'accord ou non avec ses conclusions. Cela illustre à quel point notre économie globale est hyper interconnectée. Le fameux effet papillon géopolitique? Une tension militaire localisée peut paralyser la logistique mondiale du jour au lendemain. Et par ricochet, enrichir et donner une puissance diplomatique inédite à un acteur situé à des milliers de kilomètres, simplement parce que ses infrastructures contournent le problème. L'analyse démontre que la géopolitique ne se joue pas seulement dans les sommets internationaux ou dans la taille des armées. Elle se joue aussi sous l'eau. Elle se joue dans les réalités physiques et géographiques les plus basiques, la sécurité matérielle des tuyaux enfouis au fond de la mer Méditerranée. L'avantage infrastructurel devient, dans cette grille de lecture, presque supérieur à la puissance purement militaire dans l'équation énergétique. On sort complètement des théories abstraites pour revenir à des réalités d'ingénierie et de géographie implacables. C'est une excellente façon de résumer l'esprit du texte. Et cela soulève une réflexion finale et qui prolonge l'argumentaire de notre source, mais vers un horizon un peu inattendu. Le texte part du principe que cet avantage infrastructurel garantit une suprématie pour de longues décennies. L'auteur semble en être convaincu. Mais si, comme le démontre l'analyse, les voies maritimes traditionnelles sont devenues trop vulnérables pour garantir la sécurité énergétique, quelles leçons les nations importatrices vont-elles en tirer? Il est fort probable que cette insécurité profonde serve d'électrochoc. Une prise de conscience brutale. Les pays très dépendants pourraient réaliser que même un gazoduc sécurisé reste une dépendance à un acteur extérieur. La question est alors de savoir si ce choc géopolitique, censé asseoir la puissance des exportateurs d'énergie fossile, disposant de gazoducs, ne va pas paradoxalement forcer les nations importatrices à accélérer frénétiquement leur transition. Vers des énergies vertes et locales. Pour des raisons de stricte sécurité nationale, au-delà même de l'écologie. À terme, cette vulnérabilité logistique mondiale pourrait précipiter l'obsolescence de ces mêmes infrastructures énergétiques qui font aujourd'hui la force des pays producteurs. Voilà une perspective qui mérite amplement d'être méditée et qui retourne le problème d'une façon très stimulante intellectuellement. Ce décryptage du texte nous a permis de voir au-delà de la panique immédiate des marchés pour toucher à la véritable tectonique des plaques géopolitiques qui sous-tend ces chiffres. C'est tout l'enjeu de ces explorations approfondies. Prendre le recul nécessaire. Prendre le temps de décortiquer des arguments complexes, de comprendre les forces sous-jacentes à l'œuvre et d'aiguiser son esprit critique face aux soubresauts de l'économie mondiale. Il ne reste plus qu'à continuer de cultiver cette curiosité pour comprendre les prochains coups de cette immense partie d'échecs. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité.